Bonjour aux marathoniennes et aux marathoniens de l'esprit critique. On se propose à présent de traiter d'une autre question fondamentale. Pourquoi continue-t-on de croire à des théories scientifiques erronées? Avec nous pour en parler, Sébastien Diegues. Vous êtes... bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en neurosciences, vous intéressez au complotisme, au lien entre psychologie et littérature, à la formation des croyances. Thomas Durand. Bonjour Thomas. Bonjour Boris. Je rappelle à nouveau, vous êtes biologiste, directeur de l'Astec, conférencier, écrivain, co-créateur de la chaîne YouTube La Tronche en Biais. Et si la technique ne fait pas des siennes, nous avons Jacques Van Rillard, qui viendra plus tard, il est dans les limbes pour l'instant, qui est professeur émérite de... Pardon ? Je ne l'ai pas encore, il n'est pas là. D'accord, ben écoutez, Jacques viendra un peu plus tard. C'est le décalage horaire avec la Belgique, non ? Thomas, vous êtes le seul qui a vraiment bien contribué sur cette table et je vous en remercie parce que vous êtes vous deviez être bon à l'école, non ? Un peu studieux. Sébastien se prend un taquet direct, le pauvre, il n'a rien demandé. Si mes anciens profs regardent, ils seront très étonnés parce que vous Est-ce que vous étiez du genre à mettre des livres pour pas qu'on vous copie quand il y avait ouais. Non, mais j'étais pas bon élève en fait, faut pas croire. C'est un mythe qui s'effondre. J'étais moyen. J'avais 12 moyenne. C'était suffisant, 12 pour passer. Pour que faire plus? Et non. Vous voulez qu'on s'allonge et qu'on en parle, qu'on fasse une séance de psychanalyse? C'est vrai que ça m'est arrivé une fois ou deux de pas apprécier que le voisin copie. C'est vrai. Mais c'était chiant, mais parce que merde quoi. Enfin, bah oui, merde quoi. J'essaie d'avoir de l'imagination pour répondre comme je peux. Si on copie mes erreurs, ça m'ennuie. Oui. Pourquoi on s'accroche désespérément à ces théories scientifiques que sans doute, de façon assez claire, on sait erronées? Alors, est-ce qu'on les sait erronées ou pas? Première étape, la plupart des gens qui croient à l'homéopathie, c'est parce qu'on leur a dit que ça marchait. La télé leur dit que ça marche, les médecins leur disent que ça marche. Et il y a même des chirurgiens, on en a parlé hier, qui donnent pour une opération qui n'arrive à des gens pour les calmer un peu d'homéopathie. Bon, tout ça fait pas de mal. Bah si, ça fait du mal parce que si elle y croit, voilà. Donc la société n'a pas encore fait le ménage. Et quand bien même ce serait fait, elles nous servent. Elles racontent des histoires. Et nous, moi, j'ai besoin d'avoir des histoires pour savoir qui je suis. Donc les théories auxquelles je crois, ça fait partie des histoires qui sont dans mon escarcelle et qui m'accompagnent et qui disent qui je suis. Donc si je veux croire que l'esprit a des pouvoirs sur la matière, bah, j'ai plein de théories qui me disent ça. Et c'est rassurant. C'est-à-dire la science vérifiée, elle n'est pas assez sexy, elle n'est pas assez séduisante, elle raconte pas bien les histoires? Peut-être, oui. Elle n'est pas là pour ça. La science n'est pas là pour nous rassurer, pour nous... elle est plutôt là pour nous dire « Hey, tu sais ça ?» Bah non. C'est rigolo, hein. C'était pas vrai. Elle fait ça là, elle nous fait chier un peu. Donc, non, et de temps en temps, elle nous fait rêver en disant « Ah, on croyait qu'on connaissait l'univers. » Et ben non, on connaissait que 4%. Matière noire, énergie noire. Personne ne sait ce que c'est. Et alors, soit on peut dire, mon Dieu, c'est effrayant, ou on dit, waouh, super. Moi, je le vois super, mais bon, on ne sait pas. Donc, les belles histoires, il y a des gens qui savent prendre de la science et faire des belles histoires, c'est super, machin. Mais globalement, ce n'est pas son travail. Les chercheurs, ils testent des hypothèses, et je l'ai déjà dit, je m'en excuse, les chercheurs, quand ils vous parlent de leur sujet, 9 coups sur 10, ils sont chiants, parce qu'eux, ils s'intéressent aux détails, et vous qui n'avez pas trop compris, en plus, des fois, ils vous donnent des équations. Là, voilà. La science, elle n'est pas là pour nous raconter des belles histoires. Or, nous sommes des créatures d'histoire. Donc, le mec qui est derrière et qui prend quelques mots de science, parce que malgré tout, les humains accordent de la confiance à la science. C'est quand même le truc. Donc, quelqu'un qui vient et qui prend le mot quantique, le mot vibratoire, et qui vous raconte une belle histoire avec des mots dont vous dites il les a pêchés là où les gens ont raison, c'est une belle histoire, en plus il a raison. Donc là, ils ont tout gagné. Donc les pseudo-théories scientifiques ont du succès et ça ne va pas s'arrêter. Sébastien, prenons un mythe par exemple. On voit actuellement, on connaît une résurgence des platistes. On en riait il y a encore quelques temps, on commence à rire jaune maintenant, puisqu'il y a une certaine frange de la... C'est un cas de figure intéressant qui montre bien la complexité du sujet, quoi, à mon avis. C'est-à-dire que cette histoire de terre plate, elle est intéressante à plusieurs égards. On nous dit qu'il y a longtemps qu'on ne croit plus à la terre plate, c'est ridicule de croire aujourd'hui à la terre plate. Nos ancêtres pensaient que la terre était plate, mais évidemment ils n'avaient pas la science, etc. Alors qu'en réalité, si on va regarder vraiment le corpus historique du sujet, il y a quasiment personne qui a jamais véritablement cru ou
que la Terre était plate. C'est un concept qui existe bien dans quelques mythes très anciens, mais qui sont tenus précisément pour des mythes. Les mythes fondateurs, c'est qui disent rien sur la conception que les gens se sont fait à travers l'histoire de la forme réelle de la Terre, qui n'est pas véritablement un sujet intéressant pour les gens. Si vous êtes un paysan au Moyen-Âge, vous fichez un peu de la forme exacte de la Terre, c'est pas quelque chose qui vous préoccupe beaucoup. Et si on va essayer de trouver des documents de gens qui affirmaient et qui défendaient l'idée que la Terre était plate, vous faites chou blanc, il n'y a quasiment personne qui a jamais rien écrit là-dessus. Personne ne se rappelle d'un père de l'Église qui s'appelait Lactance au IVe siècle, ou d'un théologien qui s'appelait Cosmas Indicopleustes au VIe siècle, qui sont les seuls gens qui ont écrit véritablement que la Terre n'était pas ronde, mais qu'elle était plate. Et pourtant, ils étaient réprouvés par l'Église, c'était des hérétiques que personne n'écoutait, et qui ont été exhumés justement pour, au XIXe siècle, enfin plutôt au début du XXe siècle, pour critiquer les superstitions religieuses, pour défendre justement la science, quoi, en fait. Donc on a utilisé cette histoire de Terre plate historiquement pour critiquer la religion. La résurgence de la croyance à la Terre plate, si on peut appeler ça comme ça aujourd'hui, elle est un reflet de quelque chose qui s'est passé vers le début du XXe siècle, où des gens ont commencé à, puisqu'on critiquait la croyance sur la Terre plate, il y a des gens qui ont revendiqué cette croyance, qui se sont fait des espèces de colporteurs de l'idée de Terre plate, qui mettaient au défi les scientifiques de leur prouver que la Terre était ronde. Certains scientifiques, dont Alfred Russel Wallace, par exemple, a accepté de relever le défi, mais qui était purement performatif, si vous voulez. C'était simplement pour... comme une sorte de revanche pour mettre au défi la science, pour critiquer la parole scientifique. Et puis, alors ensuite, entre deux, il y a eu, avant aujourd'hui, il y a bien eu la Flat Earth Society et des trucs du genre, mais qui étaient très confidentiels. Je vais faire une parenthèse là-dessus. Oui. Flat Earth Society, son premier nom, Universal Zetetic Society, et le mec avait un pseudonyme, c'était Parallax. Je me sens pas du tout concerné. Fin de la parenthèse. Oui, Parallax, c'était justement une figure influente qui a fondé cette première société, qui se faisait appeler Robotham, Sidney Robotham et plein d'autres noms. Il avait des faux noms. En fait, c'était un escroc qui faisait business de faire ce genre de conférences. Effectivement, le livre qu'il a publié, où il prouve que la Terre est plate, ça s'appelle Zététique Astronomie. Pourquoi ? Parce que dans son idée, la zététique, comme science du doute, impliquait de remettre en question tout le savoir scientifique, et donc de se réapproprier les normes de production et de transmission de la connaissance, et qu'il ne fallait pas faire confiance aux soi-disant experts, il ne fallait pas faire confiance aux profs, aux instituteurs, aux institutrices, et que si on s'intéresse à la forme de la Terre, eh bien, il fallait aller voir par soi-même en faisant ses propres recherches. C'était ça l'idéal zététique à ce moment-là. Je fais une parenthèse aussi, c'est pour ça que c'est un très mauvais terme auquel on devrait renoncer, mais je vous laisse en discuter entre vous. Est-ce qu'il y a des gants de boxe quelque part ? Il y avait aussi l'anecdote de la Flat Earth Society où ils avaient mis leur tweet, c'était l'explication de leur société, c'est-à-dire réunit tous les croyants à la Terre plate tout autour du globe. Donc voilà, c'est une blague, ça. Je suis même pas sûr de l'authenticité du truc de base. Oui, c'est soit un faux, soit une blague, une assez bonne blague, au fait. Ça nous fait rire, on peut diffuser des fausses informations, Sébastien et c'est des gens, nous, les journalistes. Je suis pas journaliste. Le platisme n'exclut pas l'humour. Donc, quelque part, c'est quand même pour prendre le contre-pied. C'est pour s'inscrire dans quelque chose de différent, de dire, et de nourrir ça. Là, on est plus proche de la connaissance de quelqu'un qui se dit, on sait qu'elle est probablement ronde, mais on va avoir plus d'audience, ou on va avoir une influence particulière et réunir d'autres gens autour de nous sur cette croyance fausse.
Alors, en tout cas, moi, c'est ça qui m'intéresse. Peut-être que dans un moment, on va discuter du rôle des biais cognitifs ou des obstacles épistémologiques à la Bachelard qui font qu'il y a certaines théories non scientifiques qui sont plus simples à comprendre et qui sont plus séduisantes que des théories scientifiques qui sont contre-intuitives, etc. Tout ça, c'est des facteurs qui peuvent évidemment jouer, la désinformation aussi. Mais plus simplement, un exemple extrême comme la Terre plate, à mon avis, illustre que des théories scientifiques erronées en fait, perdurent précisément parce que c'est des théories scientifiques erronées qui sont marquées du sceau de l'erreur et pour certaines de l'infamie. La théorie de la Terre plate, c'est s'assurer d'être moqué, d'être ridiculisé, etc. Donc vous n'allez pas innocemment poser la question de la forme réelle de la Terre. Vous savez que vous vous opposez à des objections peut-être cruel, et que ça va être un moment difficile à passer si vous affirmez votre croyance en la Terre plate. Les gens ne sont pas naïfs ou crédules à ce point-là. Adopter cette idée en particulier, c'est délibérément choisir de prendre le contre-pied des autorités épistémiques, des intellos, des scientifiques, des chercheurs, des journalistes, et en l'occurrence de choisir précisément l'idée la Terre plate, qui est le concept qui est utilisé pour ridiculiser son adversaire. Vous parlez à un créationniste, vous disiez, et vous croyez aussi que la Terre plate, vous allez lui dire ça pour vous moquer de lui, ou 2 plus 2 égale 5, ce genre de choses. Donc choisir d'adopter l'idée de la Terre plate, de s'y intéresser, de la défendre en public, c'est signaler son caractère subversif, son originalité, son courage, sa ténacité aussi, et sa volonté finalement de couper les ponts et d'en découdre avec les experts. Donc c'est pas une erreur. Comme tous ces bien-pensants, comme tous ces moutons. Justement, ouais, de fait, le dramaturge George Herbert Shaw et George Orwell aussi disaient que c'est quand même un des plus grands signes de la crédulité de notre temps, puis on parle du début du XXe siècle, c'est le nombre incroyable de gens qui croient que la Terre est ronde. Et ce qu'il voulait dire par là, évidemment, c'est que la plupart des gens acceptent simplement l'idée que la Terre est ronde sans avoir véritablement peut-être les compétences pour le prouver. Si vous trouvez nez à nez avec un platiste qui a fait le boulot, qui a lu les 100 preuves du fait que la Terre est plate de Carpenter, qui était un élève de Parallax, dont on parlait tout à l'heure, quelqu'un qui a regardé toutes les vidéos YouTube sur la Terre plate, vous avez du mal à lui prouver, à prouver que la Terre est ronde si vous y connaissez rien en marée, en éclipse et en géologie. Donc c'est comme pour les antivax. Généralement, ils sont mieux informés, plus aguerris sur ces questions-là, sur ces débats-là. Ils ont plus d'arguments que les gens qui acceptent de se faire vacciner parce que leur tout-bible leur a dit que c'était bien de le faire, et ils le font parce qu'ils lui font confiance. Ça pas comment fonctionne réellement un vaccin, ils ne savent pas quels sont les potentiels des effets secondaires, etc. Et ils ne se posent pas davantage la question. Donc on a ce phénomène-là qui fait que les théories scientifiques fausses en fait, sont attrayantes du fait même de leur caractère subversif et marginal. Le doux parfum de la subversion, Thomas. Et être plus informé ne veut pas dire être mieux informé dans ce cas-là. Oui. Les gens sont très motivés pour aller récupérer dans des sphères les informations qui leur font plaisir, mais ce n'est pas de la bonne information, mais ils en ont beaucoup. Et le cerveau confond quantité et qualité d'information. Moi, tout c'est les biais, donc voilà, c'est gratuit. Justement, sur ces biais, si vous souhaitez un peu développer. Non. Les biais, non, mais c'est ça, c'est que le biais de confirmation, c'est-à-dire que toutes ces théories-là, elles viennent au service d'idées préalables. Il y a souvent de la religiosité. Il n'y a pas un seul platiste qui n'est pas croyant, mais féru hardcore. Parce que si vous avez la Terre plate, il faut Dieu. Parce que toute seule, ça ne marche pas. Il faut, la Terre ronde, on a tout un récit cosmologique qui marche. La Terre plate, c'est quoi sa sécurité? Il faut qu'on parte. La Terre plate, s'il n'y a pas de Dieu, peut-être qu'il nous parle. Non. Il revient et il n'est pas content. Désolé, j'ai dit des bêtises. Voilà, donc c'est des récits, en fait. C'est des récits qui nous servent. Et il y a des gens qui... j'ai parlé de théologie avant. Les théologiens, ils sont extrêmement érudits sur une histoire fausse. Mais ils sont très érudits. Ils savent plein de choses. Ils ont la réponse à tout. Et sur les théories fausses, il y a des gens qui sont férus de Béchamp, qui est l'ennemi de Pasteur. Béchamp dit il n'y a pas de microbes. Et donc, il y a des gens qui vous disent en pleine pandémie, le virus n'existe pas.
Ils n'ont pas inventé, ils ont lu plein de trucs et ils sont beaucoup informés. Très mal, mais beaucoup. Alors, on a eu la chance d'avoir récupéré la connexion avec Jacques Vandrillard. Vous êtes avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur émérite de psychologie et vous avez un penchant avoué pour le cuir rouge. Non, il faut avoir l'image, c'est pas juste. Jacques, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez aussi? Parfaitement. Peut-être avec vous, on va. Est-ce qu'on voit Jacques? Oui, on le voit. Parfait. On va s'intéresser à. Alors, je ne sais pas si c'est une théorie scientifique erronée. En tout cas, c'est un concept, celui de la psychanalyse, puisque vous avez participé au livre noir de la psychanalyse, m'a-t-on dit? Oui, bien sûr. Alors, c'est une théorie, c'est une croyance, et on la met à quel endroit, la psychanalyse? Oh, disons quand même que c'est une théorie, oui. C'est une théorie, oui. Parfait. On va essayer de poser des questions ouvertes. Pourquoi, finalement, Jacques Vandrillard a-t-elle connu un tel succès et pourquoi on y est encore attaché aujourd'hui? Et même, il y a une école française de psychanalyse assez vivace. Oui. Oui, ben, écoutez, je pense qu'on l'a probablement déjà rappelé au cours de ces journées, c'est que l'homme est fondamentalement un croyant. Nous sommes fondamentalement croyants depuis l'enfance. C'est une condition d'ailleurs de la survie. Hein. Si les enfants ne croyaient pas leurs parents, probablement que l'espèce humaine n'aurait pas survécu. Donc, on voit à quel point l'être humain est un croyant à travers les religions, par exemple. Là, les centaines de systèmes religieux différents. Alors, pourquoi la psychanalyse a-t-elle eu tellement de succès et perdure-t-elle encore? C'est une méthode simple. Freud lui-même l'a écrit à plusieurs reprises. C'est une méthode facile, utilisable par tous. Le principe, c'est de faire des connexions entre ce que raconte la personne, un patient ou n'importe qui d'autre, avec des éléments de son passé, et utiliser quelques clés interprétatives, c'est-à-dire un décodage symbolique. Hein. Si vous rêvez, je ne sais pas, d'un objet allongé, c'est un pénis. Des jeux de mots aussi que Freud utilisait et que Jacques Lacan alors, va utiliser abondamment. Et aussi l'explication par l'inverse. Donc, si vous avez peur, c'est que dans votre inconscient, fondamentalement, vous désirez la chose dont vous avez peur. Alors, c'est une méthode facile à apprendre, bien sûr, par le thérapeute, le praticien, mais aussi facile à appliquer par tout un chacun. Hein, on peut l'appliquer pour interpréter des troubles mentaux, des lapsus, les rêves, des personnages réels, par exemple les présidents de la République française. Hein, ils ont toujours toute une série d'interprétations. On peut l'utiliser pour interpréter les personnages historiques. Hein. Freud a écrit sur Hamlet, les personnages littéraires, les phénomènes culturels, sur les œuvres d'art, sur les religions, les révolutions, l'actualité. Donc, s'il y a des tueurs en série, on va faire appel à un psychanalyste qui va nous expliquer ce qui se passe dans l'inconscient. Mais surtout, c'est une méthode irréfutable, en ce sens que, et cela c'est une des raisons majeures, je pense, de son succès, c'est que Freud a mis au point une stratégie immunisante grâce au renvoi constant à l'inconscient. Il y a quelques mécanismes de défense qui sont le refoulement. Hein. Donc, si vous n'admettez pas sa théorie, eh bien, c'est que vous résistez. C'est un concept fondamental chez lui, et cela indique un refoulement, quelques autres mécanismes comme la formation réactionnelle, la sublimation. Alors, c'est une méthode accusatrice, en ce sens que si vous objectez, eh bien, ça veut dire que vous refoulez et que vous avez peur de la vérité inconsciente
Et donc, vos contestations, qui sont de la résistance, prouvent en quelque sorte la théorie. Alors, c'est une théorie séduisante qui justifie ce dont tout le monde est relativement convaincu, et déjà depuis l'Antiquité, c'est que nous ne comprenons pas toujours le pourquoi de tout ce que nous faisons. Donc, il y a des processus inconscients, ça, c'est une évidence. Mais Freud va expliquer ces processus inconscients à sa manière. Au fond, la psychanalyse est une théorie explicative de processus inconscients, mais qui est bien particulière. Hein. C'est la façon freudienne d'expliquer des phénomènes qui paraissent un peu curieux, des conduites inhabituelles, des symptômes des maladies mentales, etc. Et alors, cette théorie aussi, elle a eu le privilège de libérer la sexualité. Bon, Freud n'est pas le premier à en parler, bien sûr, mais ça lui a assuré un grand succès. Donc, les historiens ont remarqué que lorsque Freud a publié les 3 essais sur la théorie de la sexualité en 1905, eh bien, beaucoup de gens se sont mis à parler de lui parce qu'il écrivait en allemand, alors que les traités de sexologie qui avaient précédé, par exemple, le grand traité de Klaus Tebing était écrit en latin. Donc, voilà, Freud a fait entrer le sexe dans la pensée occidentale par la grande porte. Alors, en fait, Jacques, on comprend cet aspect pratique, duplicable, irréfutable, mais on est là 120 ans plus tard et c'est quand même ancré dans les esprits. Malgré tout, on peut le réfuter. Les gens parlent de syndrome d'Édipe, parlent du refoulé. Vous l'avez dit, les jeux de mots lacaniens. Vous l'avez dit là aussi qu'on analyse certains hommes politiques par ce prisme-là. Donc, pourquoi on continue d'y croire? Enfin, ça reste quelque chose de... Il y a les médias. En France, en particulier. En gros, la psychanalyse, dans le monde, tout le monde rigole. Hein. Il n'y a que l'Argentine, la côte est américaine et la France, et un peu l'Allemagne, la Belgique, où c'est très présent. Et c'est en bonne partie parce que dès qu'on a un expert, Jacques l'a évoqué, qu'on invite pour parler de ça, il est psychanalyste. On pourrait avoir des psychologues, des anthropologues. Il y a des psychanalystes, ils sont partout. Et, vous butez dans une poubelle à France Télé, il y a un psychanalyste qui est dedans. Donc ils crèchent, ils vivent là, ils sont sans suite, constamment. En partant, tant qu'ils sont que là et qu'on verra que, donc il faut les foutre à coups de pompe dehors, inviter des vrais experts, et puis dans 20 ans, c'est fini. On sent beaucoup de haine dans vos propos. De la haine. À refouler. De la haine. Il y a des colères qui sont saines, M. Sarkozy. Oui, cette colère, il y a des haines qui sont tout à fait justifiées. Colère. C'était une blagounette, Jacques, par rapport au côté irréfutable. Non, mais qui était très intéressant, parce que dès qu'on joue, on perd avec eux. Vous l'avez dit. Ah bah, ils sont forts. C'est des gens qui sont très forts dans l'art de la dialectique, de la rhétorique. Voilà, c'est pas des imbéciles. Mais quand on nous a renvoyé un état où c'est quelque chose qu'on pourrait pas contrôler parce que c'est domaine inconscient, comment vous voulez battre ça déjà? Comme a dit Jacques, c'est irréfutable. Et quand c'est irréfutable, on n'en parle pas. Donc je me tais. Un rapport à la mer un peu complexe sans doute. Sébastien, un autre mythe. On a échangé rapidement avant ce plateau. Vous vouliez évoquer le mythe du fer dans les épinards. Oui, parce que c'est un exemple, alors pour le coup, parfaitement inoffensif, qui heurtera personne, qui est plutôt marrant. Il y a le fer et le fer. Non, je déconne. Oui, il y a le fer dans les épinards. Cette idée qu'il y a beaucoup de fer dans les épinards, en tout cas dans les mouvements comme ici, sceptiques ou rationalistes, tout le monde sait qu'il s'agit d'un mythe, que c'est pas vrai, il n'y a pas spécialement beaucoup de fer dans les épinards, en tout cas pas plus que n'importe quel autre légume. Et d'où ça sort, qui pense ça exactement? Il n'y a pas beaucoup de données sur le sujet. Mais le truc intéressant et marrant avec ce mythe-là, c'est qu'il donne lieu à d'autres mythes explicatifs pour tenter d'en rendre compte.
donc, personne n'a jamais réussi à identifier en fait, l'origine exacte de cette idée qu'il y a beaucoup de fer dans les épinards. L'idée circule à partir des années 20-30, on en retrouve des traces. Ça sort d'où exactement? Eh bien, aujourd'hui, beaucoup de gens vont vous dire « Ah, bah, c'est bien connu, c'est une erreur de transcription dans le tableau d'un manuel des chercheurs allemands se sont gourés d'une virgule, d'une décimale, et ils ont mis 10 fois plus de taux d'épinards, de taux de fer dans les épinards, et depuis, cette erreur a perduré, et ça, vous le retrouvez dans les revues médicales à partir des années 80, etc. Le seul problème, c'est que personne ne donne la source exacte de ce tableau où il y aurait une erreur de décimale, et que personne n'a jamais réussi, à ma connaissance, à mettre la main dessus, et que cette explication est elle-même un mythe explicatif de cette idée de fer dans les épinards qui donc reste un peu dans les limbes. On ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas d'où ça vient. Peut-être que beaucoup d'erreurs scientifiques circulent non pas via les mécanismes que Jacques Van Drieler a présentés comme ça, mais par une sorte de force d'inertie du fait qu'elles sont finalement plutôt inoffensives, qu'elles ne portent pas tellement à préjudice, qu'on s'en fout un peu quand même, et ça reste un peu comme ça. C'est des théories qui suscitent une adhésion, qui ferait un marqueur identitaire. Là, c'est juste... Voilà. Est-ce que c'est pas une histoire pour essayer de faire sorte que les gamins mangent plus d'épinards? Moi, j'avais entendu l'histoire de Popeye aussi, Popeye, les épinards, machin. Est-ce que c'est des boîtes en ferraille, du coup, il y a plus de fer qui se passe dans les épinards? Ça a donné lieu à d'autres mythes, que Popeye est un personnage qui a été inventé spécifiquement dans les années 30, à un moment où il y avait une pénurie de viande aux États-Unis et que le gouvernement a demandé la création de ce personnage pour encourager les gens à substituer la viande par des épinards. C'est moins cher, en faisant croire que les épinards rendaient fort et qu'il y avait tout ce qu'il fallait de toute façon dans les épinards. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas la moindre trace de cette idée-là, qu'il n'y avait pas spécialement d'ailleurs de pénurie de viande au moment où Popeye... C'est un deuxième mythe, parce que là, c'est encore un mythe. Des mythes sur mythes sur mythes. C'est des mythes sur mythes, cherchant à expliquer un autre. Mais est-ce qu'on est vraiment encore attaché à ça, ou on le considère de façon anecdotique? Parce que l'idée, c'est... Comme j'ai dit, je ne sais pas quel est le pourcentage de la population qui pense qu'il y a beaucoup de fer dans les épinards et que les épinards rendent fort. Ici, qu'il y avait beaucoup de fer dans les épinards. On lève la main. Bon, ben voilà. Un petit quart. Alors, il y a un biais quand même. Vous n'êtes pas une population normale, vous êtes anormaux. Vous n'êtes pas normal même. Non, mais il y a du fer dans les épinards, mais il ne sert pas à grand-chose parce qu'il n'est pas absorbé par le corps de toute façon et ça ne rend pas spécialement fort. En plus, dans Popeye, il n'est jamais question de fer dans les épinards, il est question de vitamine A, ce qui est un autre problème scientifique en soi, mais qui ne concerne pas la question du fer. Donc, à ce stade, pour ce que j'en sais... En fait, tu es vachement expert des épinards. Moi, je connais ça parce que... Non, mais j'enseigne ça. Je trouve que c'est un super exemple, encore une fois, parce que tout le monde s'en fiche. Puis, on peut y aller comme ça. Puis parce que justement, c'est un mythe qui génère d'autres mythes explicatifs, qu'on croit avoir compris d'où ça vient, mais en fait, on s'est fait de nouveau avoir par un autre mythe. Et finalement, ça mène pas très loin. On ne sait pas d'où ça sort. Ça flotte un peu dans l'air comme ça. Ça va, ça vient. Et on est dans le registre un peu non, mais on est dans le registre de la rumeur scientifique, si on peut dire, quoi. Quelque chose comme ça, de la légende urbaine scientifique, qui fait aussi partie, je pense, cette espèce de force d'inertie difficile à expliquer, du fait qu'il s'agit d'une croyance qui porte pas véritablement à conséquence. Si vous vous trompez à ce sujet-là, c'est pas grave. De toute façon, les épinards, c'est pas si mal. C'est bon pour la santé, pour d'autres raisons, etc. Donc, moi, je vous encourage de toute façon à manger des épinards, même s'il n'y a pas beaucoup. Que ça ne devienne pas une raison pour dire à vos parents, mais en fait, il n'y a que des mythes, on nous ment, donc j'en mangerai pas. C'est pas valide comme argument. Voilà. Alors, pour une théorie, vous l'avez dit, qui est un peu... qui ne demande pas une application personnelle forte. On va revenir à la psychanalyse avec vous, Jacques. Comment est-ce qu'on fait on a vu que la réfutation est compliquée, mais quand même, vous avez coécrit ou écrit le livre noir de la psychanalyse. Quelle réception ça a eu? Est-ce qu'il y a eu un écho Oui, non. Il y a des résistances, des... Oui, il y a eu des résistances, bien sûr. Non, mais ça prouve qu'on est vraiment attaché à ces mythes, d'autant qu'ils sont... Là, pour le coup, pardonnez-moi, Sébastien, un peu plus impactant que les épinards.
Oui, alors, ce n'est pas seulement un problème, disons, d'opinion. La psychanalyse, c'est aussi une profession rentable, avec, en France en particulier, des milliers de praticiens, de gens qui vivent de la psychanalyse, donc, et qui vont défendre bec et ongle la psychanalyse. Cela d'autant plus que, avec Jacques Lacan, la psychanalyse, la formation psychanalytique et le titre de psychanalyste n'a pas été réservé à des psychologues et à des psychiatres. Donc, Lacan a ouvert tout grand la porte de son école. Il a créé sa propre école en 1964 et tout le monde était le bienvenu, que soit sa formation préalable. Donc, il y a eu un déferlement de psychanalystes, plus en France que dans n'importe quel autre pays. Cocorico. En Belgique francophone aussi, oui. En Belgique francophone, c'est un peu la même chose. Hein. Nous ne sommes pas plus avisés. Donc, voilà. Alors, Lacan a aussi séduit les philosophes, des philosophes, même des théologiens. Hein. Il y a des théologiens qui se sont empressés de reformuler, par exemple, la théorie du péché originel en termes lacaniens, ce qui est assez nouveau d'ailleurs, au passage. Et, là, on a des mythes qui s'entrecroisent. Oui, alors, et aussi Lacan a eu soin lui-même de séduire pas mal de gens qui avaient une place importante dans les mass médias. Hein, aujourd'hui, on appelle ça des influenceurs. Ouais. Oui, par exemple, quand François Giroud avait une place importante à l'Express, eh bien, Lacan a eu le plaisir de lui venir en aide lorsqu'elle était déprimée et lorsque le directeur, Jean-Jacques Stéber, l'avait quittée. Et elle était déprimée dans le sud de la France. Lacan est allé la chercher avec sa propre voiture, l'a ramenée à Paris et lui a proposé de passer quelques heures sur son vivant. Donc les psychanalystes et les tenants d'autres écoles aussi attachent beaucoup d'importance, évidemment, au contact avec les journalistes. Moi-même, quand un journaliste me téléphonait pour dire est-ce que vous pourriez faire une interview sur les thérapies comportementales, je déroulais le tapis rouge, je les recevais très aimablement, de façon à diffuser alors à penser. Tout le monde a envie de diffuser ce à quoi il croit. Donc, Lacan a eu un impact considérable dans les mass médias. Et donc ça a joué sûrement. Il a aussi surfé sur les idées de mai 68. Donc, parce que la psychanalyse en France s'est développée essentiellement à partir des années 60, au moment, c'est assez curieux, au moment où elle refluait aux États-Unis et dans d'autres pays. Donc, voilà, Lacan a libéré le désir d'affirmation de soi, aussi le désir sexuel. Et donc, il y a eu un effet Lacan extrêmement important. D'ailleurs, dans les pays où la psychanalyse a encore aujourd'hui du succès, ce sont des pays où le lacanisme demeure très, très vivant. Donc, en Argentine, en Belgique francophone notamment. Alors, finalement, Jacques, et je me tourne aussi vers Thomas, c'est un constat un petit peu amer, parce que vous le dites, on a une résurgence, on ne fait rien comme tout le monde, en plus en France, on repart comme en 14, il y a 60 ans. On ne peut pas éradiquer, on ne peut pas convaincre, on ne peut pas arriver à faire refluer totalement
ce genre de théorie, Thomas Durand? Alors, déjà, c'est pas grave. Il faut de la pluralité. Il ne faut pas qu'il y ait une science Vous dites ça officielle. parce que vous voulez toujours avoir du boulot, mais... On a de la marge. Je pense que, vu l'espérance de vie actuelle, je suis tranquille. Il y aura toujours. Il y aura encore des psychanalystes. Mais voilà. Mais il n'y a pas d'autorité définitive de la chose sue. Voilà. Donc c'est bien qu'il y ait une variété. Mais ce qui serait bien, c'est que il faudrait plus de culture scientifique parmi ceux qui décident de qui a la parole sur quoi, de manière à ce qu'il y ait un tri qui se fasse. Les conférences TED. J'en ai fait 4. J'ai fait ma 5e il y a quelques jours. On donne la parole à des gens qui ont des trucs intéressants à dire. Le format a plein de défauts, mais que des gens viennent parler la parole, c'est cool. Mais comment on choisit? C'est des gens qui décident que eux veulent parler de choses intéressantes, et ils choisissent des experts. Et alors il y a une sorte de hiérarchie. Il y a un ambassadeur France avec des groupes de curation qui vérifient un petit peu. Mais moi, j'ai demandé la liste des gens, et dans les 5, et là j'ai regardé, c'était un profil. Ça parlait de crypto-monnaie, de mathématiques, et trucs, un peu comme un autre. Et puis moi, il y avait un problème. Donc, tant qu'on n'aura pas une culture des gens qui sont ceux qui donnent le micro à des gens, une culture où on fait attention à comment on traite les infos et comment on décide qu'un tel mérite la parole, et ça ne peut pas être une décision autoritaire verticale, il faut que ça émerge comme ça. Tant qu'on n'aura pas cette culture-là, les propos séduisants auront un avantage évident. Donc, face, on peut nous tenter d'être séduisants nous-mêmes et d'utiliser leurs armes, donc de prétendre être des experts sans peine. C'est un bouquin de monsieur. Mais ça, c'est jouer avec le feu. Donc, ce qu'il faudrait, c'est être transparent, honnête, et puis donner aux gens les critères sur lesquels on se base pour dire telle personne mérite d'avoir la parole. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Je parlerai subjectivement, parce que ça m'arrive de sélectionner des expertes ou des experts pour organiser des tables rondes et des conférences. Il y a un biais originel qui est que, effectivement, il y a plusieurs biais. D'abord, est-ce que ça va plaire au public? Donc, à compétence égale, on va choisir ce qu'on appelle un bon client. Vous êtes identifié comme un bon client, Thomas. Peut-être. Donc ça, c'est gagné. Après, sur le fond, non, mais je plaisante à moitié. À compétence égale, on va choisir le bon client. Et ensuite, on est victime de l'ère du temps, du moment, c'est-à-dire les trucs qui sont à la mode, les trucs qui vont pouvoir susciter des clashs, des buzz, même de basse intensité. Vous voyez, alors nous, on essaye de sur certains événements d'avoir un collège scientifique, c'est-à-dire qu'on ne va pas inviter. J'ai déjà fait des conférences il y a quelques années que je n'avais pas invité, mais il y avait Idriss Aberkan. C'est plus le cas dans les conférences que je. Ça c'est bien, vous voyez. Non, les choses évoluent, mais vous pensez que c'est corrélé avec des discussions qu'on a déjà eues sur ce que vous affirmez être, et sans doute à raison, le manque de culture scientifique des journalistes globalement. Oui, en gros, oui. Oui, et le manque peut-être de culture journalistique des scientifiques. Enfin, il y a deux mondes. Non, ils savent maintenant. Non, les scientifiques, ils savent. Ils sont obligés de pitcher, ils sont obligés de se vendre. Ils sont obligés, dans la recherche, de sortir leur truc. Non, il y a une contrainte justement de devenir un bon client, de ramasser sa pensée en 5 minutes. Ouais. Parce que la frénésie médiatique a besoin de ça. Ouais. Les meilleurs, c'est pas forcément ceux qui savent faire ça. Sauf que c'est ce qu'on leur demande. Mais donc, du coup, il faudrait qu'en tant que société, on sache accepter que le mec un petit peu chiant, qui âne ses phrases, qui bredouille et qui monte des graves de 3 km, c'est lui qui sait. Et c'est lui qu'il faut écouter, mais c'est chiant. Si on ne veut pas faire cet effort-là, on va dans le mur. C'est ça. On ne peut pas avoir que des clowns comme moi. Pas possible. Sébastien. Un facteur avancé par Jacques Van Drieler pour ce qui concerne la psychanalyse, c'est qu'il y a des gens qui ont des intérêts assez puissants à défendre là-dedans. C'est un business qui roule, et puis on vient nous dire que c'est pas scientifique, etc. Donc on va s'armer un peu pour se défendre contre ça, on va faire du lobbying. Donc il y a des mécanismes de défense en fait qui émergent quand un truc en fait donne satisfaction à certaines personnes. Et donc, il n'y a pas que les journalistes, il y a le domaine de la formation, du coaching, des choses comme ça, où des principes pseudo-scientifiques ou approximativement scientifiques ou pas scientifiques du tout, fonctionnent vraiment bien, parce que c'est beaucoup de gens qui
qui demandent qu'on leur donne des outils, des choses concrètes et pratiques qui soient basées sur quelque chose de pas trop théorique, mais d'applicable. Et donc, vous avez des domaines où les idées pseudo-scientifiques ou erronées persistent simplement parce qu'elles sont trop utiles à tout un tas d'individus. Moi, dans mon domaine, en neurosciences, en psychologie, il y a un truc qui est pour le coup pas très ancien, c'est un neuromythe assez récent, c'est un truc qui a émergé dans un article publié en 1993 qui s'appelle l'effet Mozart. Et donc c'est un vrai article qui avait été publié dans Nature, où si vous faites écouter 10 minutes d'une sonate particulière de Mozart à des gens, ils réussissent mieux à un test d'intelligence visio-spatiale que des gens qui ont écouté du bruit pendant 10 minutes ou rien pendant 10 minutes. Sur cette base-là, c'est quand même pas mal que écouter 10 minutes de Mozart, ça augmente votre quotient intellectuel, quoi. Si c'est vrai, c'est quand même une solution. Étant donné que l'œuvre de Mozart est relativement libre de droit, c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser quasiment gratos pour tous augmenter notre intelligence. Et pour le coup, cette théorie-là, cette idée-là, elle n'est pas du tout irréfutable. En fait, elle est réfutée. Elle l'a été maintes fois. Il y a plein d'études qui sont sorties pour dire, en fait, ça marche pas. Quoi. Il suffit pas de faire ça, donc il y a une erreur dans l'étude originale. Ça marche tout aussi bien avec le petit bonhomme en mousse. Donc Alors, justement, après, il y a des gens qui ont essayé avec d'autres musiques, avec d'autres populations. Le fait est que ce truc a fait beaucoup de bruit, ça a été repris dans toute la presse internationale. J'ai mon collègue, un psychologue social à l'université de Neuchâtel, qui s'appelle Adrien Bangerter, qui a retracé toute l'histoire de la diffusion de cet effet Mozart à partir de sa publication. Et moi, j'enseigne ça, et je me disais que ce truc, avait fini par faire pchit, que c'était un bon exemple d'un truc qui avait émergé comme ça, tout d'un coup. 2 ans après la publication de l'article, un politicien de l'État, le gouverneur de l'État de Géorgie a imposé l'écoute de 30 minutes de Mozart à tous les enfants. Il a offert un CD de Mozart à tous les nouveau-nés de l'État de Géorgie. Et donc, tous les enfants et les écoliers de l'État de Géorgie et d'autres États par la suite ont bouffé du Mozart, littéralement 15-30 minutes. En soi, c'est pas grave. Non, c'est bien Mozart, justement, c'est pourquoi qui va dire pour Mozart. Donc, entre parenthèses, la base scientifique de cette étude, c'est que Mozart est un génie. Donc, tout le monde est d'accord sur le fait que Mozart est un génie. Donc Mozart fait de la musique géniale, c'est de la musique de génie. Donc si vous écoutez de la musique de génie, vous consommez, vous mettez dedans votre cerveau un truc génial. Et donc ça va vous rendre génial vous aussi. C'est pas plus compliqué que ça, c'est pas dans l'article, mais c'est ce que disait l'auteur dans ses interviews. Donc voilà, donc ce truc, et moi j'enseigne ça régulièrement à titre un peu d'exemple d'un effet passager comme ça, mais j'ai regardé la littérature et il se trouve qu'il y a des gens qui continuent à étudier l'effet Mozart, récemment chez des malades épileptiques, dans la maladie de Parkinson, dans la maladie d'Alzheimer. À tout hasard, je suis allé regarder sur Spotify, il existe des tonnes de playlists de l'effet Mozart que vous pouvez passer à vos enfants pour augmenter leur intelligence. Donc ce truc n'est pas mort du tout, malgré le fait qu'il soit déjà peu plausible sur le plan scientifique, ça n'a pas tellement de sens en fait, quand on y réfléchit un peu. Et qu'il a été scientifiquement réfuté par des études beaucoup mieux contrôlées, etc. Donc, un des pères fondateurs, ou une des grandes figures du scepticisme, le magicien James Randi, comparait ces théories-là à un canard en plastique qu'on peut mettre sous l'eau, et donc l'enfoncer et plus en entendre parler, le temps qu'on le tient sous l'eau, mais évidemment, au bout d'un moment, vous avez quelque chose à faire, et vous allez devoir relâcher la pression, et immédiatement, le canard en plastique va remonter à la surface. Et c'est comme ça avec ces théories erronées que quand on n'y prête plus tellement attention, en fait, elles tendent à revenir tout simplement parce que des gens y trouvent leur compte, parce qu'elles permettent de séduire et que certains se font du fric avec ça. C'est difficile de lutter en fait contre ces choses-là. J'ai vu une variante, TEDx, Alsace, une ville d'Alsace dont j'ai parlé tout à l'heure. TEDx Alsace, où un monsieur nous parle du canon de Pachelbel. Et le canon de Pachelbel, il allume tous vos chakras. Et puisqu'il a les 8 notes, en fait, il active tous vos acides aminés. Et c'est une très bonne chose d'avoir des acides aminés activés, visiblement. Merci Pachelbel. Voilà. Bon. Merci à tous les trois. On vous applaudit. On va prendre les questions. Merci, bravo. Oula.
Il y a l'effet Mozart, mais il y a l'effet Thomas et Durand aussi, hein, monsieur. Ou l'effet Jacques Van Rila, on ne sait jamais. Oui, enfin, c'est pas vraiment des questions, c'est plutôt des remarques. Ah bon? Ah. Concernant la théorie de la Terre plate, il faut bien quand même se rendre compte qu'a priori, c'est contradictoire avec la théorie de la gravitation. C'est-à-dire que si vous prenez un disque homogène d'épaisseur négligeable devant son diamètre, excusez-moi, ben, ça fait des trucs rigolos avec la gravitation quand vous écartez du centre. Si vous voulez croire à la gravitation, c'est votre problème. Hein. Ben ouais, mais on peut faire... Oui, bien sûr, tout à fait. Mais ça voudrait dire que si je saute ici vers la... Bah allez-y, allez-y. Je vais voler. Ben non, mais si vous ne voulez pas suffisamment voler, vous ne volez pas, monsieur, mais ça, c'est pas de votre faute. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Alors, il faut vouloir, voilà, c'est tout. Concernant la psychanalyse, moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est qu'il pourrait constituer un argument de réfutation, c'est l'homophobie présente dans la psychanalyse dès le départ, des Freud. Il y a la réaction à l'homosexualité masculine des psychanalystes, ça relève de l'insulte. Attention, vous allez... Oui, mais si leur théorie est vraie, elle peut être homophobe tant qu'elle est vraie, elle est vraie. Si c'était vrai. Si c'était vrai, c'est vrai. Et non? En fait, pour en finir avec les remarques, ça nous parle plus sur la sexualité de Freud et des lacaniens. Quand vous parlez de jeux de mots, ben, les jeux de mots, ça marche en français, mais en Argentine, ça ne peut pas être les mêmes jeux de mots. Donc c'est parfaitement incompréhensible. Donc ça renseigne plus sur les biais de représentativité ou les pratiques ou les non-pratiques sexuelles de Freud, de Lacan, etc. etc. C'est tout ce que ça dit, à mon avis. Merci. Allez-y, madame. Bonjour. Comment est-ce qu'on peut tuer notre nature qui est d'être séduit par ce genre de théorie scientifique? C'est-à-dire tuer la nature de nos proches qui sont facilement séduits par ça, ou nous-mêmes. Comment? Pourquoi vous rigolez? C'est parce que peut-être le terme tuer était un peu fort. Excusez-moi, oui. Lutter, essayer de minimiser l'influence. Non, pas de souci, pas de souci. Voilà. Oui. Essayer d'effacer ça, en fait, chacun à notre échelle, en fait. Vous pouvez définir nature? Non, mais c'est une blague, parce que mais je n'ai pas de réponse du tout. Nous sommes des êtres de narration, et il faut, face au succès des récits faux, il faut proposer du récit vrai et appétant, intéressant. Mais il faut s'habituer à ce que le récit vrai, il n'est pas intéressant de la même manière que le récit faux, c'est l'être. Et il faut savoir s'en contenter. Donc peut-être qu'il faut accepter le désenchantement que la science propose, tout en proposant un enchantement différent. Et c'est ce que la vulgarisation tente de faire. On ne fait pas ça bien, mais on fait ce qu'on peut. Et après, je ne sais pas si tu as des réponses. C'est un expert. Oui, hein. Disons que l'idée que... je pense qu'on a essayé de discuter autour du fait... ce qui ressort de cette discussion, c'est que on ne va pas y arriver, quoi, en fait. C'est sans fin. C'est comme les canards en plastique. Ils finissent par remonter. Il faut peut-être l'accepter. Alors, donc, évidemment... on aimerait pouvoir minimiser les risques, les dangers que ça peut produire. Mais d'un autre côté, ces choses-là sont intéressantes en tant que telles, quoi. Je veux dire, à titre premièrement de curiosité intellectuelle. Et finalement, est-ce qu'elles nous apprennent pas mal de choses? Moi, j'enseigne depuis quelques années un truc qu'on appelle les neuromythes. Tout dont j'en ai pas parlé, mais par exemple, à part l'effet Mozart, il y a aussi l'idée qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau, l'idée qu'on aurait un cerveau reptilien, l'idée qu'il y a des gens qui seraient plus hémisphère gauche et d'autres hémisphère droite, et tous ces trucs sont extraordinairement populaires, y compris chez des gens très intelligents, en particulier chez des formateurs, des instituteurs, des profs qui adhèrent beaucoup à toutes sortes de neuromythes. Donc pour moi, il ne s'agit pas de les éradiquer ou de les tuer, mais d'essayer de saisir en fait ce qu'ils ont de séduisant, ce que ces idées-là cherchent à dire, comment elles se sont inscrites dans certains contextes historiques, comment elles ont émergé.
Et dans le fond, on apprend beaucoup en fait sur, pour le coup, la nature humaine en examinant ces idées fausses qui ont énormément de succès. Au passage, on n'a pas parlé des idées fausses qui ne perdurent pas, qui n'ont aucun succès. Il faudrait aussi, à titre pour avoir un échantillon représentatif, s'intéresser aussi aux neuromythes un peu nuls, aux rumeurs qui ne prennent pas, aux théories du complot trop lamentables, qui n'intéressent pas les gens, qui ne font pas le buzz, qui ne sont pas virales et qui surtout ne perdurent pas et ne font pas gagner d'argent à personne. La théorie du ruissellement, par exemple. Ouais, je sais. Non, celle-ci, elle a pas mal de succès, je pense. Quelqu'un y croit? Est-ce que quelqu'un y croit? Est-ce qu'on a une cellule de crise pour les gens qui y croient? On a beaucoup de questions, donc on pourra pas satisfaire tout le monde, monsieur. Merci, bonjour. Sur la psychanalyse, un peu deux questions en une. Il me semble qu'une partie non négligeable des gens qui vont voir un psychanalyste, ils vont pas nécessairement par nécessité thérapeutique, mais plus comme une forme d'accompagnement de vie. Du coup, est-ce que, d'une part, il n'y a pas une forme de légitimité à cette pratique? Je parle justement pas des prétentions thérapeutiques, mais en tant qu'elle est pratique autobiographique, auto-analytique, où l'analyste est plus là pour rebondir, laisser parler, écouter. Et du coup, la deuxième question, est-ce qu'il y a des alternatives, peut-être en psychologie clinique ou non, à ce genre de pratique, pas vraiment thérapeutique, mais plus autobiographique. Et sinon, si c'est pas le cas, s'il n'y en a pas, est-ce que ce serait pas une piste de pourquoi la psychanalyse, justement, perdure? Jacques. Oui. Merci, Jacques. Oui. Running gag. Ah, oui. Alors, je réponds. Oui. Bon, alors, écoutez, il y a une enquête qui montre que lorsque c'est une enquête faite sur des psychiatres américains, que lorsque des psychiatres américains vont mal, enfin dans cet échantillon, une des principales choses qu'ils font, c'est de bavarder avec des amis et aussi de s'occuper d'altruisme et de faire de l'activité physique. Et donc ces pourcentages-là, ces pourcentages de psychiatres qui adoptent ces méthodes de lutte contre le stress sont beaucoup plus fréquentes que le fait de consulter un confrère ou de prendre des antidépresseurs ou des calmants. Je pense que... Alors, l'avantage, évidemment, de la conversation psychanalytique, c'est que vous avez rendez-vous 1, 2, 3 ou même plus de fois par semaine avec quelqu'un qui paraît compétent, qui a une certaine autorité que vous payez et qui va vous écouter et qui va, par ses quelques interprétations, vous donner le sentiment que tout ce que vous dites, peu importe ce que vous dites, est intéressant. Et il ne va pas vous interrompre en disant très rapidement, écoutez, mais moi aussi, ou bien ma tante, et non, etc. Donc, c'est une conversation extrêmement gratifiante que la psychanalyse. Et effectivement, Freud lui-même a écrit à un de ses élèves, à Oscar Pfister, que la psychanalyse, elle était le mieux indiquée pour les personnes qui n'avaient pas de gros problèmes, qui avaient éventuellement de kleines névroses, des petites névroses, ou encore des personnes normales. Donc voilà. Maintenant, il y a d'autres psychothérapies qui également sont centrées sur ce genre de conversation, qui sont
sûrement aussi bonne et je pense même meilleure que la psychanalyse, c'est notamment la thérapie rogérienne, la thérapie centrée sur la personne, où vous ne risquez pas d'avoir des interprétations en profondeur qui peuvent vous déstabiliser. Donc la thérapie rogérienne va se montrer très compréhensive, empathique, déculpabilisante. Hein. Bon, alors pour revenir... Alors juste, Jacques, pour pouvoir répondre quand même aux autres questions, excusez-moi, mais... Oui. Rapidement. Alors, rapidement, pour revenir au premier intervenant, l'homophobie, je pense qu'à l'époque de Freud, c'était tout à fait courant, sans compter que ce l'est encore assez bien aujourd'hui. Et on retrouve aussi les préjugés, ce même genre de préjugés chez Freud vis-à-vis des femmes, etc. Alors, alors la personne qui a pris la parole en premier lieu a tout à fait raison en disant que ces jeux de mots, on voit tout de suite à quel point c'est ridicule lorsque on connaît une deuxième ou troisième langue. Je me souviens d'un exemple qui m'avait fort frappé au début que je travaillais dans un centre de psychanalyse. Un de mes collègues avait dit, ben voilà, j'ai vu une étudiante qui a la peur des examens, et elle avait dit, ben, la peur des sexes à main, c'est en fait la peur de la masturbation, parce que sexe à main, c'est la masturbation. Et moi qui suis d'origine flamande, j'avais trouvé ça un peu raide, si je peux dire, parce que... Eh oui. Parce qu'en néerlandais, peur des examens, de tentamen, ça n'a pas grand-chose à voir avec masturbation. Enfin, ça me semblait effectivement peu crédible. Et donc, je n'ai pas... pu suivre l'histoire de ce cas. Je doute que la patiente n'ait plus eu peur des examens parce qu'on avait déculpabilisé ou va peut-être favoriser la masturbation. Allez, on va prendre une toute dernière question. Désolé, je sais qu'il y a beaucoup de... Monsieur. Oui, bonsoir, merci. Bonjour, merci. Je me posais la question du coût affectif qu'il y avait aussi à se défaire d'une théorie scientifique erronée à une échelle individuelle, que toutes les théories scientifiques ne sont peut-être pas considérées sur le même plan, et qu'il est peut-être beaucoup plus simple de reconnaître qu'effectivement il n'y a pas plus de fer dans les épinards qu'ailleurs, alors qu'il est peut-être plus complexe pour certaines personnes d'intégrer l'idée que des granules homéopathiques n'ont aucun autre effet que celui placebo contextuel. Et si c'est le cas, si ce coût affectif est majeur dans cette démarche, est-ce que les neurosciences sont capables de l'observer, de le mesurer, de le considérer ? Je ne suis pas sûr que les neurosciences soient d'un très grand secours pour ce genre de choses, étant donné qu'il y a beaucoup de mythes et d'erreurs et de théories erronées qui circulent au sein même des neurosciences et en psychologie. Donc il y a un coût à abandonner une théorie, surtout si vous y avez investi vous-même, par exemple en tant que chercheur, comme ça. Eh bien, c'est bien connu que les chercheurs s'accrochent à leur théorie, même quand elles commencent à sentir le roussi, quoi, puis qu'elles ne sont pas réplicables et que les gens sont partis sur autre chose. Donc il y a une difficulté à renoncer à ce genre de théorie. Moi, je suis d'accord avec ça. Il y a probablement un coût affectif pour certains de ces cas où on s'est beaucoup investi, mais pour d'autres, encore une fois, cette histoire d'épinards, par exemple, pour des choses parfaitement neutres, en fait, comme elles ne portent pas à connaissance, à conséquence et qu'on s'en fiche, elles peuvent perdurer ou disparaître sans qu'on s'en offusque plus que ça. C'est pour ça que je pense que dans la mesure où beaucoup de ces idées scientifiques erronées, en fait, ne sont pas véritablement des croyances, c'est pas quelque chose qu'on tient franchement pour vrai, c'est juste quelque chose qui est dans l'air comme ça, puis qu'on accepte plus ou moins. Et y renoncer ou s'y accrocher, là, souvent ça change, ça devrait pas changer grand-chose, quoi, en fait. Mais ça dépend des cas, j'imagine. Ouais, le coût affectif des chercheurs, parce qu'on a beaucoup parlé des gens, mais il y a des gens qui passent leur vie à défendre une théorie, elle est fausse, ça fait 20 ans que tout le monde le sait, mais eux, ils peuvent pas, c'est pas possible, quoi. Donc humainement, on ne peut pas leur en vouloir plus que ça, juste, il faut peut-être pas leur donner un micro tous les 15 jours. Dis donc, merci, on vous applaudit à nouveau pour ces échanges intéressants.